Salam alaikum Azul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme chaque samedi. Pour en parler avec moi, Idir Noren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci Brahim d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Hassan Herish, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs. Merci aux amis qui sont présents sur le... Merci. Et moi, j'ai commis un impair. J'ai dit Idir, j'ai dit Hassan et j'ai dit Ibrahim. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'il y a des privilégiés. Moi, je vais demander des comptes. Mais non, vous êtes privilégiés, non, moi, c'est pas vous. C'est toujours les privilégiés qui demandent des comptes. En plus de les avoir. Tu as exactement inversé, en fait. Parce que nous deux, on t'expliquera après. On s'expliquera après. C'est une maraboutique. Voilà. Absolument, je vais l'essayer. Alors, les titres d'abord, s'il vous plaît. Huffington Post. Privatisation des entreprises publiques. Bouteflika rappelle à l'ordre au Yahya. Par la rédaction. Al-Watan. Grève des paramédicaux. Les hôpitaux paralysés. Par Fatima Arab. APS-DZ. Le président Bouteflika reçoit une distinction de la famille des collectives locales. Par APS. Alors, nous aurons trois sujets principaux. Nous pourrons peut-être déborder si l'occasion se prête vers d'autres sujets. Le premier sera au Yahya Bouteflika, les PPP, partenariat public-privé, dont vous savez comment ça a été annulé, en quelque sorte, si on peut dire, où Yahya rappelé à l'ordre. Puis nous parlerons du Front social, qui est en effervescence en ce moment. Et enfin, nous parlerons de ce fameux portrait de Bouteflika à qui les collectivités locales, les représentants des collectivités locales, ont remis une distinction. Un portrait. Et nous allons commencer par ce sujet, justement, celui de Bouteflika en portrait. Voilà. Brahim Younsi. Voilà, donc les collectivités locales, c'est-à-dire APC et APUI, ont envoyé des représentants. Pas tous, certains se sont désistés, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les élus ont refusé de participer à cette farce. Et donc, ils sont allés remettre une distinction à un portrait. De la même manière que celle-là, elle a fait la campagne électorale de Bouteflika avec un portrait. De la même manière que dans une ville que je ne nommerai pas, on a porté le portrait de M. Bouteflika en grandeur nature, en train de saluer la foule, et ils l'ont baladé comme ça le long de la rue, comme si c'était lui qui saluait. Alors, le comble du comble est que c'était fait en la présence du ministre d'Intérieur, M. Bedoui, et de Nasser Bouteflika, dont on ne sait pas à quel titre il était là. Je crois avoir aperçu, vu Tarjbiri. Je ne sais pas. Je ne sais sur les images, je crois avoir reconnu. Je ne sais pas. Je crois. Rien n'est impossible. Faisait-il là. Mais cette affaire est pour moi un peloton d'exécution. C'est une exécution. On exécute. C'est comme s'ils voulaient prouver eux-mêmes que Bouteflika n'est pas en état. N'est pas en état, n'est mort, n'est pas là. C'est comment dirais-je, une célébration funèbre. C'est une prière de l'absent. C'est inimaginable. On aurait voulu dire faire ça. Ce président n'est plus en état, qu'on ne serait pas pris autrement. Décorer un portrait, c'est dément, c'est inconcevable. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu faire ça. Kim Il-sung, même dans le pays de Kim Il-sung, on ne faisait pas cela. Brejnev non plus. C'est quand même extraordinaire. Alors, messieurs? Oui, pardon. Tout à fait. C'est-à-dire que ça frise l'indécence. Pour moi, c'est une erreur de communication politique, mais vraiment basique.
comme l'a dit M. Younsi, on honore généralement un mort dans ce type de configuration. Exactement. On n'honore pas quelqu'un de vivant. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher, moi je pense que M. Bedoui va en prendre plein sur les doigts, qu'est-ce qui aurait pu empêcher une délégation où on prenait le premier président, le plus âgé des présidents d'APOI, le plus jeune des présidents d'APOI, le plus âgé des présidents d'APC, le moins âgé, le plus jeune, aller en délégation, saluer le président et lui remettre au nom de la... Mais se pose un deuxième problème qui est d'ordre politique. L'ensemble des élus ne représentent pas simplement la coalition présidentielle. Il y a l'opposition. Il y a des mairies, pour moi, il y a des mairies FFS, il y a des mairies RCD qui sont hors du territoire kabyle. Hein. Il y a des mairies de petits partis politiques qui sont dans l'opposition, à 54, etc. Il faut voir ça globalement. Si ça avait été une association des maires FLN, RND, à la limite, ça les regarde. Mais là, actuellement, c'est une faute politique très grave. Je pense que les conséquences vont être lourdes à assumer. Je pense au ministre de l'Intérieur particulièrement. Je pense qu'il va mais il y avait le frère du président, il y avait Nasser. Oui, mais le frère du président, pas de son pour moi, il est secrétaire général d'un ministère. Oui. À la limite, bon, il peut être invité à ce qualité, je veux dire. Là, ce n'est pas le souci. Mais se cache derrière tout ça un cafouillage au sommet de l'État qui est énorme. Et ça, on reviendra sur le partenariat public-privé. C'est un cafouillage, on n'y arrive plus. Hassan ? Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par aussi bien Brahim Younsi que Yero Noran, à savoir qu'il faut observer ça de deux manières. La première, c'est effectivement un cas psychanalytique. Nous sommes devant le syndrome du gisant. Et c'est effectivement ce que disait Brahim, que c'est une célébration post-mortem. Parce que dans la tête de ceux qui ont organisé, effectivement, Bouteflika n'est plus. Ça, c'est clair, net et précis. On n'a pas besoin d'être Freud pour dire des choses aussi simples. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est qu'on montre, et en public, qu'on peut tout faire au nom de Bouteflika. Ça me rappelle toutes les rencontres, les colloques, les réunions internationales, machin, sous le haut patronage de Monsieur le Président Bouteflika, etc., alors qu'il n'est même pas au courant de ce qui se passe. On va faire quelque chose de Aïn, je ne sais pas, des kilomètres, tout ça, une réunion communale ou de Daïra ou de Wilaya, on va mettre une grande banderole sous le haut patronage du Président de la République. Donc tout cela, effectivement, à la fois théâtral, à la fois une tragicomédie au sens grec du terme. Est-ce que moi, je ne suis pas très complotiste dans les théories du complot. Est-ce que ce ne serait pas possible que cela ait été fait exprès pour justement suggérer que M. Bouteflika n'est plus? De toute façon, moi, je pense vraiment, ils auraient fait exprès qu'ils n'auraient pas... C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de peloton d'exécution. Oui. Bon, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Symboliquement, c'est aussi freudien savoir qu'on tue le père et comme par hasard, c'est les mères. Aujourd'hui, le débat, il est autour de comment avoir plus de prérogatives au niveau local et régional, de comment transférer les prérogatives de l'État, en l'occurrence là, le ministère de l'Intérieur, vers les collectivités locales, vers les maires. Et donc aujourd'hui, symboliquement, ce sont les maires qui tuent le père. Joli jeu de mots. Mais est-ce que M. Bedoui et Nasser ne seraient pas en train d'essayer de constituer plutôt une sorte de base pour les futurs comités de soutien au 5e mandat, en réunissant les collectivités locales, justement, qui sont très nombreux, qui pourraient constituer une bonne base de comités de soutien pour un 5e mandat éventuel. Après, là, il y a les partis d'administration à ce moment-là. Vous avez le RND qui est dans la coalition présidentielle, qui ont un nombre d'élus assez important. Le FLN, ça c'est l'État profond qui s'est construit autour de la... Ils n'auront pas besoin de... Mais peut-être qu'ils veulent plus, ils ont que les partis besoin de symbolique. Vous savez, quand le président des Zaouïas qui vous dit, voilà, le 5e mandat, si on ne le soutient pas, c'est qu'on l'a trahi quelque part. Donc personnaliser la chose, comme le disait si bien Hassan, c'est tragique au sens grec. Ouais. Le deuxième élément, c'est que... l'État profond, il est là. Maintenant, quelle est la capacité d'influence des gens qui ont été à l'origine de la création de cet État profond? Je parle du général Médiane. Quelle va être
sa capacité d'influence ou de nuisance, c'est selon. Mais ça, ils ont besoin. Traditionnellement, le RND, c'est le parti de l'administration. Ça, c'est une donne. Le FLN aussi. Le FLN, un peu moins. Un peu moins maintenant. Un peu moins. Parce que le RND, c'est tous les cadres, c'est tous les directeurs d'entreprise et leurs SMALA. Hassan. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Puisqu'on est dans les hypothèses, je dirais que c'est une façon de montrer que Bouteflika a atteint le stade le plus élevé de la divination, de l'adoration, et qu'on peut passer peut-être à autre chose. C'est-à-dire que ça y est, Bouteflika a atteint le summum. Et donc, l'adoration maintenant... La statue du commandeur. Absolument. Ça va maintenant de la base vers le sommet et que c'est un moyen de dire maintenant on peut tourner la page, il reste dans l'histoire. Alors, un dernier mot sur ça avant de passer. Enfin, pour moi, c'est la virtualité. Il y a un président virtuel, on lui fait une cérémonie virtuelle. Bon, on est dans la virtualité. J'espère que la régie va nous trouver cette photo de Bouteflika qu'on promène dans la rue, on le voit saluer les foules comme ça. J'espère qu'ils vont la trouver, nous la montrer en plein pot. Mais autre chose à dire avant de passer au sujet suivant? C'est les ombres chinoises. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est le théâtre aussi. Le théâtre, les ombres C'est chinoises. un peu théâtralisé. Ouais. Mais il faut dire que c'est d'un très mauvais goût. Oui, Très mauvais goût. C'est d'un très mauvais goût. on est d'accord. Et c'est dramatique pour un pays comme l'Algérie, Hélas. qui aurait pu être Hélas. une moyenne puissance Oui. dans le Hélas. monde et une grande puissance en Afrique, et qui aurait pu avoir son mot à dire sur l'échiquier international, et que l'heure est venue effectivement de faire plutôt des réformes au niveau des collectivités locales. Et, qui est la base de tout. Absolument, au niveau des collectivités régionales, et qu'il faut effectivement faire prendre des responsabilités importantes pour qu'ils jouent leur rôle de président d'APC et tourner la page et avoir une Algérie où effectivement la démocratie de proximité serait possible et on pourrait effectivement penser à la régionalisation, penser à donner du pouvoir aux élus et le moment est venu effectivement de sortir de la bureaucratisation de l'ensemble de la vie politique. Hassan, on est en train de voir en plein pot la photo de M. le Président. Regardez, il a été choisi en grandeur nature, c'est exactement sa taille à peu près. L'exemple même, Oui. M. Il a une colombe derrière lui. Oh oui, non, au-delà de ça, l'exemple même, c'est porté. C'est porté. C'est porté par 2 scouts. 2 scouts, oui. Et pour moi, c'est une atteinte au scoutisme. Ouais. Il y a un problème d'ordre moral et d'ordre Absolument, éthique. absolument. Un scout qui représente l'honnêteté, le civisme naissant. Tout à fait. Hein, voilà. Des scouts avec 2 jeans, habillés avec 2 jeans, c'est quand même assez américain. Oui, avant on portait des shorts. Moi j'étais scout, on portait des shorts. Et un foulard. Dans la symbolique, ça aussi, la soumission au grand capital. Oui. Alors, nous allons C'est passer trumpien. au sujet suivant. Les grèves, le front social en effervescence. Il y a les médecins résidents donc, qui ont été soutenus par l'ensemble de la société, surtout par tout le corps médical quasiment, parce que les gens ont été absolument sidérés de voir des policiers leur tomber dessus à coups de matraque. Mais pas seulement, le corps paramédical est entré en grève aussi, et là c'est autrement plus sérieux, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient maintenir un service minimum, mais vous imaginez bien que si tout le corps paramédical se met en grève, c'est la paralysie de tous les hôpitaux. Et pas seulement, il y a aussi le CNAPES de Bougie, il y a des menaces de grève qui éclatent à gauche, à droite, il y a la manifestation qui est prévue pour demain des retraités de l'armée. Et aujourd'hui, Alger a été littéralement bouclé par la gendarmerie nationale. Et ils ont bloqué tous les accès à Alger. Ils sont en train de filtrer les gens qui entrent dans Alger. Pour voir, à chaque fois qu'ils trouvent un retraité de l'armée, ils l'évacuent. Mais les autres n'en démordent pas. Ils promettent de marcher demain sur Alger. Donc le front social donc, est vraiment très chaud. Le climat social est à l'orage. Alors? Oui, alors, par rapport à ça, c'est le produit d'une politique mal pensée et mal faite. Toutes les contradictions, même ces crispations qui sont d'ordre corporatiste, n'ont pas trouvé le grand réceptacle, parce que derrière tout ça, on vit une problématique de système. N'ont pas trouvé le grand réceptacle
dans lequel ils pourraient exprimer à la fois leurs problèmes d'ordre socio-professionnel, d'ordre corporatiste, et d'ordre politique aussi. Donc, quand vous dites le CNAPEST, oui, il y a les marins du port d'Annaba qui sont en grève. Vous avez dit que les retraités de l'ANP, je crois qu'ils ont été malmenés aujourd'hui. Oui, ils ont été empêchés du moins d'entrer dans Alger. Et il n'y a pas que ça. Il y a le personnel d'Air Algérie aussi. Il y a les médecins résidents. Ça gronde de partout. Maintenant, est-ce que ça fait peur au pouvoir? Ça fait des micro-crispations un peu partout. Comme Alger est interdite de manifestation, ils peuvent aller à Blida. Ça ne les dérangerait pas. Mais bon, est-ce que les outils finalement de revendication ne sont pas obsolètes aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Alors, c'est très bien d'avoir posé la question parce que c'est vrai qu'il n'y a que des revendications corporatistes, y compris venant des élites, comme les médecins résidents, qui refusent quasiment de rentrer dans le domaine politique. Ils le disent. Hein. Ils le disent. Nous, notre revendication est purement sociale. Ce sont des revendications socio-professionnelles. Et d'un autre côté, le régime n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale. D'entretenir ses clientèles. Voilà, ça veut dire et les catégories sociales les plus basses vont vraiment se mouiller, comme on dit. Il n'y a pas de doute. Hassan? Moi, ce que je vois, c'est que la société a plein d'énergie, pleine de souffle, alors que nous avons affaire à une gouvernance, donc à une oligarchie au pouvoir qui est complètement hors des circuits, quoi, qui ne comprend pas, qui est paralysée, qui est dans l'inertie. Donc on assiste là à une rupture totale, une société active, un pouvoir inerte. Donc forcément, il y a des ruptures, hein. C'est des séismes de plus en plus. Toutes les revendications dont vous venez de parler, à savoir effectivement les médecins, les étudiants, c'est vital, il ne faut pas l'oublier. Voilà, dont on bloque un projet qui aurait pu créer des milliers d'emplois. Ça, il faut que les téléspectateurs s'en rappellent, les étudiants, les enseignants, effectivement. Donc, il y a une société qui bouillonne, qui a envie de profiter de cette ère du temps qui fait que le changement se produit partout dans le monde. On l'a vu en Afrique, dans beaucoup de pays africains, le Zimbabwe, le Burkina Faso, le Libéria, ainsi de suite. La Tunisie, qui est aussi bouillonne aujourd'hui, et puis l'Algérie qui veut rester plutôt modèle coréen, nord-coréen, démocratie populaire, comme du temps des pays de l'Est. Effectivement... Est-ce parce que la société ne craint pas de retomber dans les années tragiques, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide? Est-ce que les gens préfèrent peut-être souffrir, avoir des problèmes à joindre les deux bouts, plutôt que de courir le risque de faire exploser la marmite? Ce n'est pas la le cas. société est polytraumatisée. C'est vrai, mais avec cette effervescence que vous appelez sociale, nous voyons que la société bouge, comme ça bouge de partout, ça, c'est clair. Pour moi, le social et politique, on ne peut pas l'exclure. Tout à fait. On ne peut pas l'exclure du politique. Je veux revenir aux médecins. On ne peut pas dissocier le politique du social. Cela montre à l'évidence, absolument. Cela montre à l'évidence. Provoque ces réactions. Tout à fait. Eux l'ont dit. Nous avons invité un représentant du corps des paramédicaux. Il nous a dit littéralement non, pardon, nous ne venons pas parce que nous, on ne fait pas de polique. D'accord. Elle est fondamentalement politique. Elle est fondamentalement politique. Et je reviendrai à ce qui a été dit par Ounoun et Hirsch, à savoir la question de la solidarité, le lien. Vous avez parlé du lien de ce mouvement qui émerge. C'est les solidarités, ça pose la question de la solidarité entre les corporations, entre les moins riches et les plus riches, entre ceux qui en ont et ceux qui en ont moins, etc. Parce que la question sociale devient centrale dans notre pays. Elle devient centrale. Ça devient le cœur de cible. Absolument, absolument. Pour diverses raisons d'ailleurs. Pour diverses raisons. À la fois les questions de salaire, les questions salariales telles qu'elles la posent, les questions de chômage, l'exclusion, le manque de liberté. De liberté, etc. Est-ce qu'avec l'assèchement de la rente, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers plus de revendications, plus de risques? Je pense que ça explose, quoi. Je pense que le pouvoir, vous m'excusez, je pense que le pouvoir a peur d'une seule chose. Dans toutes les révolutions, qu'elles soient, si on se rappelle de la révolution
c'est pas une grosse révolution. On prend mai 68 en France. Oui. Ça a été la jonction entre les salariés, les ouvriers, les étudiants. Oui. Il faut se dire aujourd'hui qu'on a une tripartite qui a été organisée. Où il y a le corps enseignant, le CNES, où il y a 2-3 associations, dont celle de l'UGEP. Il y a des associations d'étudiants et du personnel des administrations des universités. Ils prédisent une grève. Paramédicaux. Alors, oui, paramédicaux, c'est déjà à l'extérieur. Nous, on parle des étudiants, qui est la force vitale d'un Oui, pays. oui, oui. C'est par là qu'on commence les événements de 80, etc., Absolument. etc. Donc, sorti de là, le pouvoir a extrêmement peur d'une jonction entre le milieu ouvrier et le milieu des étudiants. C'est la jonction qui va donner l'étincelle. Donc, ils sont là à, finalement, classer, disqualifier tous les mouvements. Très intéressant. C'est ce dont je voulais parler pour dire à... Pardon, non, Donc, c'est pour dire que le danger ne peut venir que de là. Comme vous prenez la Révolution polonaise, bon, avec l'Église catholique de Rome, c'est évident, il y avait Lech Walesa et les étudiants ont suivi. Les écrivains, les intellectuels. de Par façon contre, générale. quand vous faites la similitude Les avec dockers et les étudiants. oui, Ah, oui. Quelle belle jonction. Hein, Oui. c'est- Ensuite, quand vous voyez la Tunisie, je suis désolé, c'est un pays qui a une classe moyenne. C'est les avocats, c'est les magistrats, c'est les ingénieurs, c'est les intellos qui se sont solidarisés avec qui? Avec l'UGTT, qu'on ne peut pas déclarer comme étant un syndicat croupion comme l'UGTA. Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que le pouvoir a peur, justement, de cette synergie, comme disait M. Younsi. Coagulation du mouvement. Tout à fait. C'est-à-dire, il ne faut pas... Est-ce qu'elle peut se faire une telle coagulation, une telle synergie? Oui, Est-ce qu'elle peut se produire? Oui. Elle On se l'a vu, produirait, on l'a vu selon dans vous d'autres mouvements. Moi, pour moi, non. Moi, je crois que... Bon, je vous laisse terminer. Oui, puis- elle ne se produira pas tant que la question, pour moi, la question de la nation n'est pas réglée. Ouais. Il faut la lier. Parce que chez nous, dans notre pays, c'est une révolution qu'il faut faire. C'est véritablement une révolution sur la nation, sur l'idée de ce que c'est être algérien. C'est pas basé sur ces revendications enfin, quand ils ont déclaré une journée fériée. n'empêche pas l'autre. Oui, évidemment. Oui, non, c'est-à-dire, il y a beaucoup de régions du pays qui ne marcheront pas. Parce qu'elles ont l'impression d'avoir été tout le temps lâchées dans le cadre de leurs revendications légitimes. Ça, c'est un. Et ça, c'est important. Et je ne pense pas qu'un mouvement qui va prendre de l'ampleur et mettre le système en péril, sans la Kabylie, il va y arriver. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une question donnée effectivement fondamentale. C'est quoi, les À partir de fondamentales? ce Oui, moment-là, tout est possible. Oui. Mais le pouvoir, il ne faut pas... D'abord, ils ont l'argent, ils ont la force répressive, la force légitime de répression. L'argent, la force, leur état profond, et ils maîtrisent l'agenda. Alors imaginez-vous tous les quatre Je crois associés. personnellement que la chose peut se produire, une coagulation peut se faire. Oui, non, je ne dis en pas dehors- que... Oui, je n'ai pas fait ma religion. oui, hein. Voilà. je l'entends bien. D'accord. Je l'entends bien. Mais la question que vous posez est éminemment importante. La question de la nation, de la République, de l'État, etc. On y reviendra après, oui, tout à fait. c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Mais c'est pour dire, parce que tu as employé parler de la Corée du Nord, etc. Or, c'est vrai que sur le plan systémique, c'est la Corée du Nord. Mais sur le plan économique, c'est le libéralisme le plus sauvage. Et on revient à notre sujet au niveau de ce mouvement social. Les secteurs qui étaient, et on va en revenir tout à l'heure avec les PPP, le secteur public, il est réduit à une peau de chagrin. Oui. C'est pour ça que, de mon point de vue, on peut aussi faire l'analyse suivante, à savoir que depuis les années 1980, en gros, il y a 3 cycles auxquels nous avons assisté. Le premier cycle, ce sont les manifestations populaires sur des régions entières. On l'a vu en Kabylie particulièrement, mais aussi dans l'Oranil, le Constantinois, dans le Mzab, etc. Après, il y a eu un deuxième cycle, c'est des manifestations de partis politiques, particulièrement de l'opposition, les islamistes, le RCD, le FFS, etc. Aujourd'hui, on assiste à des manifestations plus ciblées, c'est-à-dire les syndicats, les entreprises et même au sein des collectivités locales et mairies. Donc peut-être que c'est un changement justement au niveau des mentalités, au niveau de la revendication, comme nous avons assisté historiquement au mouvement national. C'était le 19e siècle, c'était au nom de l'islam.
après le XXe siècle, début du XXe siècle, l'étoile nord-africaine au nom de l'Afrique du Nord. Ensuite, c'était l'Algérie. Après, c'était les régions. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a un affinement de formation des forces sociales. Et aujourd'hui, on voit bien l'entreprise, le syndicat, le lycée, l'université, et puis qui font bouger effectivement ces corporations. Et on assistera peut-être précisément à la jonction dont vous parlez tout à l'heure, parce que c'est précisément au niveau des corporations et au niveau local que ça se passe. Parce que je n'avais pas terminé tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est globalement d'accord à quelques nuances près. Oui. Le souci, c'est qu'au-delà de la société civile, c'est-à-dire des syndicats, des associations, de la classe moyenne qui s'organisent autour de choses claires, audibles, et qui donnent un cap, puisque l'État est incapable de donner ce cap. C'est ça aussi le souci. Mais il faut aussi que la presse, que les éditorialistes de notre pays, que ce soit les éditorialistes de Al-Khabar, que ce soit les de l'Ouatan, de toute cette presse-là, puissent jouer leur rôle. Et dans un pays où le paysage politique est éclaté, où tous les partis politiques sont disqualifiés, ils n'ont pas de projet. Ils ne sont pas incarnés. Incarnés, je dis bien incarnés. C'est des personnages médiatiques. Ce n'est pas des personnages politiques. Parce qu'ils ne charrient pas derrière eux. Quelle est la vision du RCD? Quelle est la vision du FFS? Quelle est la vision de Djil Jadid? Quelle est la vision J'en vois pas. Regardez l'échec de la CNLDT. Ils construisent leur programme sur l'application de l'empêchement au président de la République. Ils auraient dû penser à prendre le premier, avant de passer à l'histoire du Conseil constitutionnel. Juste une chose, c'est qu'il y a un article dans la Constitution, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste. Il y a un article qui dit le président incarne le pays à l'intérieur et à l'extérieur, et il s'adresse directement à la nation, chose qu'il n'a pas faite depuis une douzaine d'années. Tout à fait. Ce que je voulais dire, ce que dit Hassan est très juste. Mais c'est le rapport, à mon avis, avec la nouvelle économie, avec le libéralisme qui s'est mis en place, etc. Fatalement, les rapports de production changent, les rapports de domination changent. C'est la raison pour laquelle je crois à un nouvel acteur, selon les entrepreneurs. Oui, voilà. C'est un nouvel et qui est, j'allais dire, décideur. Jusque-là, c'était les politiques et l'armée. Aujourd'hui, un troisième acteur. C'est pour ça que les rapports... Oui. C'est à cela que je voulais faire référence aussi. Les rapports changent forcément. J'aimerais qu'on aborde un aspect de la question qui est très très important, avant de passer au sujet suivant. C'est d'abord ce silence sidéral de l'université algérienne, de l'intelligentsia, de ses élites. Du CNES. Du CNES 1, du CNES 2, parce qu'il paraît qu'il y a un clone qui aurait été injecté dedans. Et cette colère sourde qui est en train de monter, mais elle est diffuse, parce qu'elle vient des plus pauvres. Et les plus pauvres ne sont pas organisés. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que, hormis quelques millions de gens qui ont trouvé leur compte dans cette distribution de la manne généralisée, il y a un minimum de 30 millions qui sont pauvres, plus ou moins pauvres, du très pauvre, du miséreux qui est en dessous du seuil de pauvreté, jusqu'aux retraités qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts, qui a envie de tout, qui ne peut rien se permettre. Une grande fracture sociale. Et c'est en train de monter. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ça, de cette université qui est complètement absente, qui ne porte pas les aspirations légitimes de la société algérienne, qui n'est pas à l'avant-garde. Elle est partout sauf à l'avant-garde. Et de l'autre côté, de cette colère sourde qui est en train de monter, qui est palpable. Moi, je crois qu'on demande trop à la fois à l'université aussi. Je crois que c'était aussi le rôle, et vous nous venez de le dire, des partis politiques. Des partis politiques qui ne jouent pas le rôle. Là, il n'y a pas photo, il n'y a aucun doute. Mais c'est leur fonction. C'est leur responsabilité de le faire. Leur raison d'être. Leur raison d'être. Exactement. Oui, mais en théorie, c'est la raison d'être de l'institution parlementaire, du pouvoir législatif, de faire des lois. Oui, mais les partis politiques se situent forcément, pour ceux de l'opposition, en dehors de ce jeu-là. Ma réponse à votre question est simple. Ce que j'observe, c'est que nous assistons
et de façon accélérée. On avait commencé à en parler une fois justement avec M. Honoran la dernière fois. L'émergence des grandes écoles en Algérie. On voit qu'il y a même HEC, mais il y a aussi l'ENA, il y a, comment s'appelle, l'école au niveau de la gestion à Hydra. Enfin, un certain nombre de grandes écoles, particulièrement à Alger. Si bien que la reproduction des élites aujourd'hui ne se fait plus par l'université qui est maintenant arabisée et qui est... Mais quand je dis université, j'entends y compris les grandes écoles. Alors, précisément, on sait très bien que les grandes écoles n'ont pas cette tradition, y compris dans les pays démocratiques. On n'attend pas d'un énarque qu'il aille faire de la contestation. Voilà, tout à fait. Donc, le rôle que jouait l'université, effectivement, s'estompe dans la mesure où les contenus de l'enseignement universitaire ne poussent pas justement à cette opposition, à cette réflexion, à cette remise en question de l'État bureaucratique, du conservatisme, etc. Et donc il y a un déplacement, en tout cas, de mon point de vue, de l'intelligentsia, de l'universitaire vers les grandes écoles. Et donc c'est des questions qu'il faut absolument se poser. Et je reste convaincu aujourd'hui que la solution viendra de la décentralisation, viendra des acteurs locaux et régionaux qui ne peuvent plus supporter, comme vous le savez, les décisions prises dans les bureaux d'Alger et des décisions arbitraires, oui, mais même si c'était la décentralisation, elle doit venir d'une revendication, elle doit être arrachée, je présume. Ils ne vont pas l'accorder comme ça, du jour au lendemain. Ça commence à prendre forme. Non, moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ça commence à prendre forme. Ils n'ont plus le choix. Oui. Ce que disait Hassan là maintenant est juste. Mais je voudrais juste faire une observation, c'est que les grandes écoles, elles ont des promotions de 200-300 personnes. Donc, il faut d'abord être hyper qualifié, donc major de promo. Or, généralement destiné à de hautes charges. Tout à fait. Ça veut dire tout à fait, oui, avec un avenir tracé. Tout à fait. Et il a eu raison de signaler quelques écoles en partenariat avec de grandes écoles françaises exercent maintenant en Algérie. Y compris avec des ministères, avec des ministères algériens. Tout à fait, oui. Mais dans le cadre d'une formation ponctuelle, etc. On peut donc pas attendre de ces écoles qu'elles puissent être à l'avant-garde de la contestation. Non. Et puis ces grandes écoles. C'est ce qui se passe. Il y a deux niveaux, hein. Bien sûr. Il y a deux niveaux. C'est la raison pour laquelle ça ne viendra pas de là. Voilà. Ça ne viendra pas de là. Oui. Il y a deux niveaux dans la question. Il y a le niveau de formation. C'est-à-dire qu'on voyait une école comme Polytech Alger, qui était, que je l'ai dit la dernière fois, qui est une école réputée dans le bassin méditerranéen. L'Institut national d'agronomie était réputé. L'ITA de Mostaganem, qui a formé des techniciens et des ingénieurs d'application, était renommé. La fac de droit était renommée. L'école électronique d'Oran. L'ENV, l'EPO. L'IMPED. Ils en ont fait pratiquement, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont sortis de ces universités, des centres de formation professionnelle. Et même l'université aussi. Ils sont mal formés, je parle sous l'autorité d'un universitaire. Ils sont mal formés, ça c'est un. La langue d'acquisition des connaissances, quand vous voyez que quelqu'un est allé de la première année primaire jusqu'au bac en arabe et puis qu'il se retrouve à faire sciences éco en français, ça pose problème. Ou faire médecine, ça pose problème. Se pose le problème de l'éducation nationale. Mais ça, c'est la mise en perspective de tout ce que tu disais, Hassan. Et voilà. Dernière intervention sur le sujet avant de passer au sujet suivant. Je crois que tout a été dit là-dessus. Vous êtes trop courtois les uns avec les autres. C'est pas de la courtoisie, parce que nous disons la réalité. C'est la réalité, nous sommes. Parce qu'il n'y a pas. Vous ne soyez pas d'accord, unanime. En dépit des. On va se disputer à la fin de l'émission. J'allais dire des divergences idéologiques qui sont les nôtres. Et nous sommes divergents idéologiquement. Mais, oui, absolument. Mais. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Quand on est dans l'analyse stricto sensu, voilà. On arrive sur le même constat. Quand on prend des paramètres, effectivement. Les démarches peuvent être différentes. Alors, nous allons passer à ce fameux problème qui a surgi. Je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus. Parce que ça a un lien, quand même. Ça a un lien. Parce qu'on dit toujours que nous faisons des critiques, etc. Et nous savons qu'il va y avoir des remises en cause des transferts sociaux, de certaines subventions, etc., parce qu'on parlait de la pauvreté. Oui. Et on parle de l'encouragement à la production nationale, notamment dans le sujet que vous allez aborder tout de suite, à la production nationale. Moi, avec
avec la dépréciation, et quelle dépréciation de notre monnaie nationale, du dinar. C'est-à-dire que les Algériens, et notamment les plus démunis d'entre nous, ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Pour ne pas leur donner de la monnaie. Moi, enfin, une idée comme ça que nous avons produite, c'est de donner des bons d'achat, non pas comme salaire, mais comme prime aux directement ménages. aux concernés, aux catégories les plus d'une part, défavorisées. et qui concerne uniquement la production nationale. Oui. Uniquement. Ces bons-là ne peuvent servir, ne pourraient servir la production nationale et donner un plus de pouvoir d'achat aux ménages les plus démunis. L'idée est lancée. Alors, donc, Ouihia entreprend des consultations dans une sorte de tripartite qui n'en est pas une, avec le patron du patronat, M. Ali Haddad, et avec Sidi Saïd, comme vous l'avez si bien dit, de ce syndicat Croupion. Et donc, il commence à parler de PPP, partenariat public-privé, où on parle d'ouvrir les capitaux du secteur public, le secteur public aux capitaux privés, pour pouvoir, moussahama, comme ils disent, une contribution. Et puis, d'un coup, rappel à l'ordre, et Bouteflika, si tant est que c'est lui qui a rappelé à l'ordre, n'a pas appelé gentiment Ouihia pour lui demander d'arrêter les frais. Non. Il l'humilie publiquement et il vend la mèche à un journal privé, Nahar, Al-Khabar, pour dire voilà, le président a rappelé à l'ordre Ouihia. Donc il y a un coup tordu quelque part. Le problème que j'aimerais que vous en discutiez est que moi, personnellement, je n'imagine pas un Ouihia aller tout seul sans qu'on ne lui ait donné le feu vert dans une telle question. C'est-à-dire le même qu'il a rappelé à l'ordre lui a très certainement donné le feu vert pour y aller. Donc est-ce qu'il a été piégé? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Moi, je dirais qu'en ce qui concerne cette histoire, c'est une vieille histoire qui date depuis une quinzaine d'années, qui devait un peu privatiser le secteur public. Elle a été remise au goût du jour avec Ouihia. Parfait, là, il n'y a pas de souci. Le rappel à l'ordre du président de la République, c'est déjà que beaucoup de personnalités économiques du monde de la société civile, mais à titre individuel, ont crié et ont hurlé. Et ils sont revenus là-dessus. Moi, je pense honnêtement qu'au-delà de la privatisation, parce qu'ils vont appeler un chat, je pense que l'armée est intervenue. Les spin doctors qui ont évalué le coût social et le coût politique de cette opération, ils sont intervenus. Je pense que l'état-major de l'armée est intervenu. Mais ça reste une pure spéculation. Non, oui, c'est une hypothèse. C'est simplement une hypothèse, parce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez si bien dit au début, l'hypothèse de base, c'est est-ce qu'Ouihia aurait pu aller dans cette manœuvre? J'imagine que c'est quasiment impossible. Tout à fait. Ouais. Il y a deuxième opération, c'est que dans le cadre du partenariat et dans le cadre mais même du dans ce secteur... cas, même si c'était l'armée... Pardon de vous interrompre, même si c'était dans ce cas, c'est là que Bouteflika aurait donné l'autorisation et que l'armée est arrivée pour dire attention... Non, je n'ai pas dit qu'il avait donné l'autorisation, qu'il a laissé carte blanche, c'est un problème de confiance. À la limite. À la limite. Pourquoi ne lui aurait-on pas demandé de se retirer, de ne pas l'humilier tout seul, d'annoncer, écoutez, bon, nous allons suspendre les travaux pour le moment, on n'est pas encore prêt. Il aurait pu lui laisser une porte de sortie qui soit honorable. Oui, non, là, on est d'accord, il a été humilié. Je terminais le raisonnement, c'est que il paraîtrait, donc c'est de la rumeur publique qui n'est pas dans la presse, mais disons que c'est plus de l'information comme ça, c'est qu'il paraîtrait qu'il y a des amis au clan présidentiel qui n'auraient pas été retenus dans le montage des véhicules. Qui auraient exprimé leur ras-le-bol. Et puis nous avons à travers ça, c'est des dommages collatéraux énormes. Ça rejoint le premier point, c'est-à-dire honorer le président sur un tableau, ça c'est un. Deuxièmement, cette gabegie économique, les règles elles doivent être pour tout le monde, je veux dire ça. On doit s'apposer sur un état de droit, donc le droit est primordial. Et pour moi, je pense, honnêtement, c'est une hypothèse que l'armée, les spin doctors de l'armée, ont dit vous arrêtez ça, c'est plus possible. Ensuite, quand le président, par l'intermédiaire de la présidente de la République, fait son communiqué, il faut l'accord au préalable du président. Donc déjà pour voir quels secteurs vont être privatisés. Et le deuxième, c'est seul le président de la République, à l'étape finale, donne son accord. Vous imaginez? Est-ce qu'il est
Je ne parle pas de la santé du président, tout le monde la connaît, mais est-ce qu'il a assez de vitalité pour être auprès des choses? Donc, fatalement, la décision échappe. Ils veulent dire celui qui est derrière la vitrine présidentielle. Tout à fait. Moi, je pense que, tout simplement, on assiste à une réaction, on va dire, retardataire en Algérie. Dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs en Europe, peut-être que c'est en Europe que ça s'est passé en premier, ensuite dans les pays de l'Est, ainsi de suite. C'est que nous avions, dans les années 60-70, affaire à une économie dirigée un peu partout. C'est-à-dire que l'État est omniprésent, omnipotent, ainsi de suite, et qu'il détenait l'essentiel de l'économie. Non seulement il l'a régulée, mais il en était le propriétaire. On a vu les échecs répétés de ces économies dirigées. L'échec le plus patent, c'est celui effectivement des pays de l'Est. Et c'est ça qui a fait l'effondrement de la deuxième puissance mondiale, à savoir l'URSS. Bon, dans un certain nombre de pays socialistes, il y a eu des essais. C'est-à-dire on avance, on recule, on avance, on recule. C'est-à-dire que l'idéologie est toujours là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une structure politique de pragmatisme. On est encore dans l'idéologie. Donc à chaque fois, comme dit si bien d'ailleurs Edir Neuron, ce n'est pas la première fois qu'on pense effectivement libéraliser l'économie, faire de l'État plutôt un régulateur que... Mais Hassan, est-ce qu'on dit, c'est ce qu'a dit le régime dans les années 90, Absolument. quand il a bradé le secteur public. Il a chassé des millions de travailleurs. Tout à fait. Par des Parce ruses qu'à ce absolument moment-là, incroyables, c'était tout à fait l'UFMI. par volontaire. Mais finalement, ce qu'il a fait, il a bradé ce secteur public à ses copains coquins qui n'ont pas fait mieux. Ce qui se produisait dans les années 70 et 80, c'est vrai que c'était une vache qui mangeait du foin à pelleter entière, à fourcher entière et qui donnait du lait au compte-gouttes, mais il n'en demeurait pas moins que les travailleurs étaient à leur boulot, que ça tournait un temps soit peu. Mais qu'après, quand ils ont bradé à leurs copains privés, ça n'a pas été meilleur. Parce que précisément, ça restait toujours au niveau de l'économie idéologisée. On a cédé des pans entiers de l'économie à des copains, à des coquins, pour des raisons effectivement d'alliance, de clientèle, etc. Oui. Donc on est toujours dans la même configuration. Économie, idéologie, ça va ensemble. Donc aujourd'hui, avec le changement global au niveau international, mais aussi avec l'effondrement du prix du pétrole et qui risque, même s'il y a une remontée ces jours-ci, et qui risque de perdurer. On pense d'ailleurs au renouvellement de l'énergie, du changement de paradigme, de voir les énergies durables, etc. C'est un discours nouveau en Algérie. Pas pour demain. Donc, est-ce que la conjoncture internationale, est-ce que le fait justement que le trésor algérien est en difficulté, on puisse maintenant songer à une économie rentable, songer effectivement à encourager les investissements ça se fait pas à du la jour fois au privés et lendemain. internationaux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous en conviendrez. Le moment est venu. Je veux dire, si on ne le fait de pas poser la aujourd'hui, problématique, ça oui, sera tout à trop fait. tard. Ça sera totalement trop Un tard. dernier tour de table, Brahim Younsi. Encore une fois, il s'agit d'orienter, de stratégie économique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut lier les deux systèmes, le système public et le secteur privé, le secteur public et le secteur public? Est-ce possible? Quels sont les secteurs? Sur quelle base? Oui, Sur quelle justement. base, surtout? Est-ce que nous voulons, parce qu'il faut dire les choses clairement, ce que nous voulons faire, quel type d'économie nous voulons faire? Est-ce que nous devons être intégrés? Quelle est la place de l'État? Oui, mais dans moi j'aimerais que nous restions. Là, c'est un débat, Brahim Younsi. Oui, c'est pour C'est un aller débat. Non, J'aimerais que nous je suis- restions non, dans non. cette histoire de PPP Nous sommes dans les et PPP. de Ouiahia qui a été Non. humilié publiquement. Oui, d'accord. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Nous sommes dans les PPP. Oui. Nous sommes dans les PPP. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons comme économie? Est-ce que nous voulons aller franchement vers le libéralisme ou le néolibéralisme et nous intégrer, nous atteler à l'économie mondiale? Nous y sommes. On l'a subi, monsieur. Oui, Nous y sommes, mais de façon justement, sauvage, nous y sommes. Nous y très sommes. primitive, Moi, je suis, très primaire. pour l'orienter, ce n'est pas la planification, ce n'est pas le Gosplan, mais à une économie qui sont au centre. Là est le problème. Ce cafouillage,
c'est évidemment l'affaire Tebboune qui a recommencé d'une certaine manière. On avait même parlé du départ imminent de Yahya, parce que c'est Tebboune appliquer le programme. Ce qui n'est pas tout à fait écarté par ailleurs. Oui, il n'est plus Premier ministre. Tebboune qui appliquait le programme du président de la République, parce qu'il avait reçu des injonctions pour faire ce qu'il avait fait, s'attaquer à toute cette oligarchie financière, etc. Parce qu'il a reçu, il ne l'a pas fait de son propre chef. On voit au charbon, puis entre séparer le politique de l'argent. De l'argent. Bon, et Yahya fait l'inverse. Mais Yahya a crié un moment à la tribune, même de l'Assemblée nationale populaire, vive l'oligarchie. Si tu me permets juste cela, j'ai donné tout à l'heure une petite idée qu'il fallait développer. Elle est chiffrée, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat de 10 000 dinars à 5 millions de travailleurs les moins bien payés, et nous connaissons le salaire moyen. 5 millions de travailleurs, cela coûte 50 milliards de dinars. C'est 600 milliards de dinars l'an, c'est-à-dire 5 milliards. Or, les subventions que donne l'État, on ne sait pas où elles vont. Elles vont aller dans les poches de certains. On ne sait pas où elles vont. C'est plus de 14 milliards de dollars. Et là, il s'agit de 5 milliards. Donner 10 000 dinars. 3 fois moins, globalement. Pardon? Non, 3 fois moins, puisque c'est en dinars et en dollars. Donc. Oui, non, mais en dollars, c'est 87 dollars par travailleur par mois. Oui. Alors, un dernier tour de table, il vous reste environ 2 minutes chacun. À vous de voir. Je voulais dire, bon, la solution économique qu'a proposée M. Moussier, on peut la discuter, il n'y a aucun souci. Mais sur l'analyse politique de cette... il ne faut pas oublier aussi que cette privatisation qui va se faire avec leurs amis, quoi, avec les oligarques de maintenant et les oligarques à venir. Et des amis choisis, triés sur le volet, pas n'importe qui. Hein, parce qu'il n'y a plus pour tout le monde. Il y en a plus pour tout le monde. Oui, les détenteurs du véritable pouvoir, je suis désolé, ils ont très peur que les oligarques les prennent en étau. Le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir exceptionnel. Donc ils ont peur eux-mêmes. Ils sont à l'intérieur de le système. Pour exemple, simplement, cela je l'avais dit à Berber TV, quand il y a eu l'affaire Rabat et sa télévision Rabat, j'ai dit comment? Le premier contributeur en impôts du pays, l'une des plus grosses fortunes du pays, si ce n'est la plus grosse, classement Forbes, je ne sais pas combien de milliards de dollars, il a déjà son journal Liberté, sa télévision, le Rabat et compagnie. De deux choses l'une, le système, de deux choses l'une, ce type est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Il a l'argent, il a les médias. Même si lui n'a pas d'ambition présidentielle, parce que je suppose qu'à son âge, il préfère s'occuper de ses petits-enfants et faire son travail de capitaine d'industrie. Mais je suis désolé, quand vous avez les médias, je parle en nombre de médias, sous votre contrôle, et l'argent, même si vous n'allez pas, vous allez essayer de promouvoir celui qui va vous rentrer dans le chou. Hassan, il vous reste environ moins de 2 minutes chacun. Allez. Moi, mon point de vue sur cette question grave, parce que bon, c'est vraiment l'Algérie doit passer ou non à un autre stade, s'arrimer comme beaucoup de nations à la modernité, à la mondialisation, etc., parce qu'elle n'a plus le choix. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est très simple. C'est que jusqu'à aujourd'hui, la société algérienne étouffe, l'économie algérienne étouffe. Il faut passer de l'économie dirigée par l'État à l'économie régulée par l'État. C'est complètement différent. L'État stratège, c'est ce que tu veux dire? Non, qui régule en fonction des besoins, en fonction des investissements globaux, stratégiques, etc. Et en plus, donc, transférer les prérogatives de l'État vers l'entrepreneur, vers l'investisseur, mais en même temps, sinon ça n'aurait pas de sens, transférer les prérogatives du même État dans les décisions politiques, administratives, vers la commune et vers la région. Si ça ne se fait pas de façon parallèle, à savoir décentralisation de l'économie, décentralisation... Vous en faites votre cheval de bataille. Absolument, parce que c'est le seul moyen pour que l'Algérien puisse participer aux affaires publiques, que l'Algérien soit acteur. Décentralisé. Tu l'as dit tout à l'heure, la démocratie participative. Absolument. Et le mot de la fin pour ce qui vous concerne, moins de 2 minutes, parce que nous avons quelques images à passer d'une déclaration de Ali Haddad pour justifier l'absence de Yahya. Pour aller dans le sens de M. Ougni. Moi, je serais communiste s'il y avait la liberté avec le communisme.
Et je ne serais pas démocrate s'il n'y avait que l'argent. La démocratie meurt par l'argent et le communisme est mort par le manque de liberté. Bien entendu, politique, économique, etc. Le problème est aussi central. Une autre idée, parce qu'il faut produire de temps en temps des idées. Pourquoi ne pas, et ça réglera un certain nombre de problèmes qui répondent à notre souci, que nous soyons libéraux ou pas, parce que quand on est dans le libéralisme, et on le voit dans notre pays, ce n'est pas le capital national qui vient s'investir. L'économie n'est pas seulement nationale, l'économie algérienne est transnationale. Tout à fait. Elle est transnationale, la production est transnationale. Mais pourquoi ne pas mettre en place une assemblée de producteurs? Et nous y avions, nous, songé à cela. Et à côté d'une assemblée qui décide sur le plan politique, qu'il y ait, ce n'est pas la planification, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, mais une assemblée de producteurs pour envisager une économie réellement nationale. Nous arrivons à la fin de l'émission. Juste un mot. C'est vrai que dans ce cas-là, ce seraient surtout les capitaux étrangers qui débarqueraient. Mais pour le moment, ce sont les capitaux des privés algériens qui vont dehors. Fatalement. Surfacturation aidant. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut donner véritablement le pouvoir aux acteurs locaux et régionaux. Et que ça soit vraiment transparent. Parce que l'État aujourd'hui est un mammouth, comme dirait l'autre, il faut le dégraisser. Il faut le dégraisser. Une image, ne restez avec nous, vous allez voir une image, M. Haddad, qui justifie un peu l'absence de M. Ouihia, qui a tourné kazakh et qui a refusé d'aller à ce rendez-vous organisé par le FCE. Et je vous remercie pour cette présence, comme je remercie يديروا النغن إبراهيم يونسي حسن حيرش بقاو على خير بسلامة. نقول الحمد لله ما نشوفوش برك حاجة لازم تندار ما تندارج. أنا تكلمت مع الوزير الأول على 1:30 2 كان مريض كان مقريبي دونك ما نقدروش نقولوا وعلاه ما جاش ونديروا لها حيحوحه وكل واحد من يتفلسف حبسونا تفلسف.